Être forgeron au Moyen Âge pourrait sembler génial. Du feu, du métal et la fabrication d'épées. Mais la vérité ne ressemblait en rien aux histoires. C'était dur, pénible et rempli de problèmes dont personne ne parle jamais. Si vous deviez vivre cette vie, vous le regretteriez dès la fin du premier jour. À l'époque médiévale, on ne se réveillait pas un matin en décidant de devenir forgeron parce que ça semblait cool. Il n'y avait pas de conseiller d'orientation pour vous aider à trouver votre passion. Pour la plupart des forgerons, la décision était prise avant même qu'ils ne sachent nos marchés. Si votre père martelait du métal pour gagner sa vie, devinez quoi? Vous alliez aussi marteler du métal. Les métiers de famille se transmettaient de génération en génération, comme des reliques non désirées, et la forge ne faisait pas exception. À l'âge de 5 ou 6 ans, la plupart des futurs forgerons transportaient déjà du charbon et pompaient les soufflets. Votre première balade à Califourchon n'était pas sur les épaules de papa, c'était sur une enclume. La formation commençait brutalement jeune. Pendant que d'autres enfants jouaient avec des bâtons et des pierres, les futurs jeunes forgerons apprenaient à ne pas perdre leurs doigts. Votre mentor était généralement votre père ou votre oncle, qui avait appris à la dure et croyait que vous deviez faire de même. Les erreurs n'étaient pas des moments d'apprentissage, c'étaient des occasions de crier. Le métal vous a brûlé. Bien. Maintenant, vous ne referez plus ça. Le plus choquant pour notre sensibilité moderne est que la formation des forgerons médiévaux n'avait aucune règle de sécurité, aucune pause, aucune préoccupation pour le développement de l'enfant. Un enfant de 8 ans pouvait travailler 10 heures d'affilée pendant les saisons de pointe. Les bras pas assez forts pour soulever correctement le marteau. Personne ne s'en souciait. Continue d'essayer jusqu'à ce que tu y arrives ou que tu tombes d'épuisement. Les archives du 14e siècle montrent que certains apprentis forgerons commençaient à l'âge de 7 ans et que leur apprentissage formel durait de 7 à 10 ans. Cela signifie qu'à 17 ans, vous aviez déjà travaillé 10 000 heures avec le métal. Votre dos commençait déjà à se courber. Vos mains étaient en permanence calleuses et vos poumons endommagés par la fumée. Le système des guildes médiévales a fini par fournir une certaine structure, mais il a également enfermé les forgerons dans des hiérarchies et des règles strictes. Sortir du rang ou essayer de changer de carrière. Bonne chance, le système n'était pas conçu pour la mobilité sociale, mais pour maintenir le statu quo. Ainsi, alors que les adolescents d'aujourd'hui stressent pour leurs études universitaires, les adolescents médiévaux étaient déjà des experts dans un métier qu'ils n'avaient jamais choisi et avec des compétences auxquelles ils ne pouvaient échapper. Votre parcours professionnel était une ligne droite, de votre berceau à votre enclume jusqu'à votre tombe. Parlons de la sécurité au travail que vous n'avez jamais demandé. Aussi difficile que fut la formation, au moins vous pouviez travailler dans des conditions confortables, n'est-ce pas? Si seulement c'était vrai. Imaginez passer 12 heures par jour, 6 jours par semaine, à côté de ce qui équivaut à un petit volcan. Bienvenue dans la vie d'un forgeron médiéval. La forge n'était pas seulement chaude, c'était un enfer. Une forge typique devait atteindre des températures entre 1500 et 2000 degrés Fahrenheit, environ 815 à 1093 degrés Celsius, pour travailler correctement le fer. C'est assez chaud pour faire fondre complètement l'aluminium, le plomb et le zinc. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 8 à 10 fois plus chaud que le jour le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Votre lieu de travail faisait passer la vallée de la mort pour un réfrigérateur. Les mois d'été étaient particulièrement brutaux. Imaginez marteler à côté d'un feu crépitant alors qu'il fait déjà 30 degrés Celsius dehors.
Les forgerons médiévaux n'avaient pas de chemise qui absorbe l'humidité, ni de serviettes rafraîchissantes. Ils avaient de la laine, du lin ou rien du tout. Beaucoup travaillaient torse nu et souffraient quand même régulièrement d'épuisement par la chaleur. Les preuves archéologiques des forges médiévales montrent que les sols des forges avaient souvent une légère pente et des canaux de drainage. Pourquoi? Parce que les forgerons transpiraient si abondamment que le sol nécessitait des systèmes de drainage, juste pour la transpiration humaine. Certains récits suggèrent que lors des journées particulièrement chaudes, un forgeron occupé pouvait perdre plusieurs kilos de poids en eau au cours d'un seul quart de travail. L'hiver n'offrait aucun réel soulagement. Le contraste entre la chaleur de la forge et l'air glacial créait une tempête parfaite pour la maladie. Votre front rôtissait pendant que votre dos gelait. Touchez vos outils à main nue. Appréciez la sensation de votre peau collant au métal glacé, puis brûlant immédiatement lorsque vous retournez à la forge. Les forgerons médiévaux étaient les premiers à être gelés d'un côté et brûlants de l'autre. Les fluctuations constantes de température provoquaient des problèmes de santé chroniques. Les archives des guildes médiévales mentionnent la fièvre de la forge, une condition où le forgeron souffrait de frissons, de sueur et de problèmes respiratoires récurrents dus au cycle constant de chaleur et de froid. Leurs systèmes immunologiques s'affaiblissaient avec le temps, les rendant susceptibles à toute peste ou variole qui arrivait en ville. La ventilation, oubliez ça. Les premières forges étaient souvent construites pour piéger la chaleur, pas pour la libérer. La fumée, les vapeurs et la chaleur s'accumulaient sous des toits bas. Le meilleur contrôle climatique disponible était d'ouvrir une porte, ce qui créait des courants d'air problématiques, pouvant affecter la température de la forge. L'eau était leur seul mécanisme de refroidissement. Les forgerons buvaient constamment, plongeaient leur tête dans l'eau lorsque c'était possible et finissaient quand même leur quart de travail comme s'ils avaient été surpris par une tempête, sauf que tout était de la sueur. Mais la chaleur n'était que le début de vos problèmes. Le monde moderne a des poignées ergonomiques, des protections de sécurité et des alliages légers. Les forgerons médiévaux n'avaient aucun de ces luxes. Leurs outils étaient lourds, grossiers et indifférents au confort humain. Commençons par le marteau, le compagnon constant du forgeron. Un marteau de forgeron typique pesait entre 2 et 5 livres, environ 1 à 2,3 kg. Ça ne semble pas si mal. Essayez de le balancer des milliers de fois par jour. Un forgeron occupé pouvait fabriquer des centaines de clous en une journée, et chaque clou nécessitait au moins 20 coups. Cela représente potentiellement des dizaines de milliers de livres soulevés chaque jour. Votre bras ne se fatiguait pas seulement. Il développait sa propre personnalité et ses propres rancunes. Les découvertes archéologiques de forges médiévales montrent des preuves de blessures dues au stress répétitif sur les restes squelettiques. Les forgerons avaient mené souvent des insertions osseuses élargies là où les muscles se connectaient à leurs bras et à leurs épaules dominants, ainsi que des vertèbres comprimées par des années passées penchées sur l'enclume. L'enclume elle-même pesait entre 100 et 200 livres, 45 à 90 kg, et ne pardonnait aucune erreur. Si votre marteau glissait sur le métal que vous frappiez, le rebond pouvait vous briser le poignet. De nombreux forgerons avaient des cicatrices distinctives sur leurs mains et leurs avant-bras à cause de tels accidents. La partie la plus cruelle était que, lorsque vos outils se cassaient, vous ne pouviez pas simplement commander des remplacements. Vous deviez en fabriquer de nouveaux vous-même en utilisant vos outils cassés. Imaginez essayer de faire de nouvelles pinces tout en tenant du métal chaud avec les pinces cassées que vous essayez de remplacer. C'était un problème de l'œuf et de la poule.
avec du feu et une destruction possible. Les pinces étaient particulièrement problématiques. Elles étaient faites du même fer que les pièces de travail, donc elles pouvaient se déformer ou se casser pendant l'utilisation. Si vos pinces lâchaient un morceau de métal chauffé au rouge, vous aviez deux options terribles. Abandonner votre travail et perdre des heures d'effort, ou risquer de graves brûlures en essayant de le sauver. C'était comme jouer à la patate chaude, sauf que la patate était à 1000 degrés Celsius et que votre gagne-pain dépendait de ne pas la laisser tomber. L'entretien des outils consommait des heures de temps précieux. À la fin d'une longue journée, à fabriquer des articles pour les clients, vous deviez réparer et entretenir votre propre équipement. Les forgerons qui fabriquaient des armes et des armures pour les soldats avaient rarement le temps de se fabriquer un équipement de protection. Le coût physique était immense. Les mains d'un forgeron devenaient si calleuses que la sensibilité au bout des doigts diminuait. Pas idéal quand votre travail exige de la précision. Beaucoup développaient des dommages auditifs permanents à cause du martelage constant. Les yeux souffraient des éclats de métal volant et de l'éblouissement de la forge. Tout ce châtiment physique était dur, mais traiter avec les gens pouvait être encore pire. On pourrait penser que les gens apprécieraient quelqu'un qui pouvait littéralement façonner le métal avec le feu et la force. Vous auriez tort. Les clients médiévaux pourraient être les premiers Karens de l'histoire. Premièrement, il y avait le problème de l'urgence. Tout le monde pensait que sa commande était la chose la plus importante du royaume. Les agriculteurs avaient besoin de faire réparer leurs charrues avant la saison des semailles. Les soldats avaient besoin de faire aiguiser leur épée avant la bataille. Les marchands avaient besoin de réparations sur leurs chariots avant le prochain jour de marché. Tout le monde agissait comme si ses besoins en fer étaient envoyés directement du ciel, écrits en lettres d'or et livrés par des anges avec une expédition prioritaire. Les archives historiques des plaintes des guildes montrent que les forgerons étaient fréquemment menacés par des clients impatients. Un document du Londres du 15e siècle mentionne un forgeron qui a été tenu sous la menace d'un poignard jusqu'à ce qu'il finisse de ferrer le cheval d'un noble, alors que celui-ci était déjà en retard pour une partie de chasse. Le paiement était un autre casse-tête. Les économies médiévales fonctionnaient en grande partie sans argent liquide, surtout dans les zones rurales. Cela signifiait que les forgerons étaient souvent payés en biens plutôt qu'en pièces. Besoin de nourrir votre famille. J'espère que vous aimez les navets, car c'est avec ça que le fermier Jean vous paie aujourd'hui. Un registre d'un livre de contes d'un forgeron allemand du 14e siècle montre qu'il a accepté 3 poulets, une meule de fromage et la promesse de foin à l'avenir comme paiement pour un ensemble complet d'outils agricoles. En parlant de promesses, elles valaient moins que l'air utilisé pour les prononcer. « Je vous paierai le prochain jour de marché » était un code médiéval pour « attrape-moi si tu peux ». Le recouvrement de créances ne consistait pas à passer des appels téléphoniques. Cela signifiait traquer physiquement quelqu'un dans un monde sans adresse ni pièce d'identité. La hiérarchie sociale aggravait les choses. Les nobles et le clergé s'attendaient à un service prioritaire et à des réductions, ou parfois à un travail gratuit pour l'honneur de les servir. Si vous refusiez les exigences d'une nuit, vous pourriez vous retrouver à vous expliquer au seigneur local, ou, pire encore, à faire face à des hommes armés revenant après la tombée de la nuit. Les femmes forgerons, oui, elles existaient, surtout les veuves qui héritaient de forges, faisaient face à un traitement encore pire. Les archives montrent que les femmes forgerons devaient souvent facturer moins cher, tout en traitant avec des clients qui remettaient constamment en question leurs compétences. Les pires clients étaient ceux qui se prenaient pour des experts. Ils restaient près de la forge, offrant des conseils non sollicités pendant que vous travailliez.
L'ami de mon oncle était forgeron dans le comté voisin et il frappait toujours le métal plus fort. Rien n'améliorait plus la forge que le conseil non sollicité de quelqu'un dont l'expérience la plus proche de la métallurgie était de cuisiner de la soupe. Mais au moins, tout ce harcèlement de la part des clients se traduisait par un paiement approprié, n'est-ce pas? Eh bien, à ce sujet, aujourd'hui, nous tenons le paiement pour acquis. Travailler et gagner de l'argent. Simple. Pour les forgerons médiévaux, la compensation était un jeu confus et frustrant de « Qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui ?» Les pièces de monnaie réelles étaient rares dans la vie quotidienne médiévale, surtout dans les zones rurales. La plupart des gens n'ont jamais eu plus que quelques pièces dans toute leur vie. Au lieu de cela, l'économie fonctionnait sur le troc, le crédit et les obligations. Pour les forgerons, cela signifiait que leur paiement arrivait souvent avec des plumes, un battement de cœur ou des racines. Un détail fascinant des registres fiscaux de l'Angleterre médiévale montre que certains forgerons recevaient jusqu'à 70% de leurs revenus annuels sous des formes non monétaires. Poulet, oies, céréales, légumes, bière, laine, promesses de travail, tout cela était un paiement standard. Votre salaire n'était pas déposé à la banque. Il caquetait, fermentait ou pourrissait dans votre jardin. Cela créait des problèmes pratiques. Un poulet pouvait s'échapper avant que vous n'arriviez à la maison. Le grain pouvait moisir si le temps était humide. Et combien de choux une famille peut-elle manger? Le forgeron devenait essentiellement un petit commerçant, devant échanger les biens qu'il recevait contre des choses dont il avait réellement besoin. Le système de crédit était encore plus problématique. De nombreux clients comptabilisaient simplement leurs dettes sur des bâtons à entaille ou dans des registres rudimentaires. Certains forgerons ruraux avaient des dettes impayées de clients qui remontaient à des décennies. Les archives historiques de plusieurs villes européennes montrent les forgerons en tête des listes de créanciers dans les testaments, ce qui signifie que des gens sont morts en leur devant encore de l'argent pour des travaux effectués des années auparavant. Les paiements saisonniers créaient des cauchemars de trésorerie. Les agriculteurs payaient après la récolte, ce qui signifiait que les forgerons pouvaient passer des mois sans revenus significatifs malgré un travail constant. L'hiver était particulièrement difficile. Tout le monde avait besoin de travaux de forge, mais personne n'avait rien à échanger avant le printemps. Le statut n'était pas synonyme de richesse. Bien qu'essentiels à la société médiévale, les forgerons s'enrichissaient rarement. Les preuves archéologiques montrent que si les forgerons urbains, travaillant pour la noblesse ou l'armée, pouvaient accumuler une certaine richesse, le forgeron rural moyen vivait modestement. Leurs maisons contenaient peu de luxe au-delà de leurs outils. Les collecteurs d'impôts aggravaient les choses. Les forgerons étaient des cibles fixes et visibles pour la collecte des impôts. Leurs ateliers ne pouvaient pas être cachés et leurs revenus étaient plus faciles à évaluer que ceux de nombreuses autres professions. Les registres de plusieurs villes européennes médiévales montrent que les forgerons payaient des impôts à des taux effectifs plus élevés que les marchands, qui gagnaient en réalité plus. Même les paiements qui semblaient fiables ne l'étaient pas. Le seigneur local pouvait vous payer en réduisant vos impôts ou en protégeant votre boutique. Une protection que vous n'aviez jamais demandée contre des menaces qui n'existaient mais peut-être pas. C'était comme une arnaque à l'assurance médiévale, sauf que le gangster était légalement autorisé à porter une épée et à posséder la maison. Et comme si tous ces maux de tête financiers ne suffisaient pas, il y avait quelque chose d'encore plus préoccupant dans la routine quotidienne du forgeron qui affectait chaque respiration qu'il prenait. Tout travail a ses risques, mais les forgerons médiévaux faisaient face à un tueur silencieux à chaque respiration. L'air dans une forge n'était pas seulement inconfortable,
Il était mortel. À chaque coup sur le métal chaud, des particules microscopiques volaient dans l'air. Ces petits morceaux d'oxyde de fer, de poussière de charbon et de métaux se déposaient dans les poumons. Sans protection respiratoire, les forgerons inhalaient ce cocktail toxique quotidiennement. Leurs narines étaient essentiellement les premiers aspirateurs sans filtre du monde, aspirant tout ce que la forge produisait. Le charbon de bois, ou le charbon utilisé pour chauffer la forge, libérait du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui empoisonnait lentement le forgeron. Dans les petits ateliers, ces niveaux provoquaient des maux de tête, des vertiges et de la confusion, des symptômes considérés comme de la fatigue. La pièce tourne ou c'est juste lundi était une blague courante chez les forgerons, sauf que le vendredi, personne ne riait. Les fumées métalliques étaient encore pires. En travaillant avec des alliages de plomb ou de cuivre, les forgerons respiraient des vapeurs qui endommageaient leur système nerveux. Leur corps devenait des banques de métaux où seuls les dépôts entraient, sans jamais sortir. Les archives montrent que les forgerons mouraient souvent plus jeunes que les autres artisans. Une étude des registres funéraires d'une ville anglaise du 14e siècle a révélé que l'âge moyen de décès des forgerons était de 47 ans, contre 59 ans pour les tailleurs et 62 ans pour les ecclésiastiques. Le clergé priait pour le paradis, tandis que les forgerons obtenaient des billets d'entrée anticipés. La plupart des forgerons savaient que quelque chose dans leur travail les rendait malades. Ils pouvaient voir les maîtres plus âgés lutter pour respirer, comment les apprentis développaient des toux qui ne disparaissaient jamais. Certains attachaient des tissus autour de leur visage. Mais ces masques rudimentaires ne faisaient pas grand-chose contre les particules les plus dangereuses. Mais les problèmes respiratoires n'étaient qu'une des luttes quotidiennes du forgeron. Les forges médiévales ne passeraient aucune inspection de sécurité moderne. Pas de panneaux d'avertissement, pas de garde-fous, pas d'équipement de protection, juste du métal chaud, des outils tranchants et de la chair humaine. La seule mesure de sécurité était vos réflexes, et ils devenaient plus lents à chaque chope de bière après le travail. Les brûlures étaient en tête de liste des blessures quotidiennes. Il ne s'agissait pas de brûlures mineures, nous parlons de brûlures graves causées par du métal chauffé à plus de 1000 degrés. Les bras typiques d'un forgeron portaient une carte de cicatrices de décennies de rencontres rapprochées avec le fer incandescent. Si les tatouages modernes racontent des histoires de vie, les forgerons médiévaux écrivaient leurs autobiographies en tissu cicatriciel. Un texte médical du 14e siècle décrit un traitement spécifique pour les brûlures des forgerons. Un mélange de blanc d'œuf, de miel et d'herbe était appliqué sur la plaie, puis enveloppé dans du lin propre. La plupart du temps, le forgeron continuait simplement à travailler malgré la douleur. « Ça fait mal quand tu fais ça. » « Oui. » « Alors continue de le faire. Nous avons besoin de 50 clous de plus avant la tombée de la nuit. » Les éclats de métal représentaient une autre menace constante. Sans protection oculaire, de nombreux forgerons souffraient de dommages à la vision ou de cécité à cause de ces projectiles. Leur œil pour le détail se faisait parfois au détriment de l'œil lui-même. Lorsque des blessures survenaient, les soins médicaux étaient au mieux primitifs. Les blessures de graves s'infectaient souvent, entraînant un empoisonnement du sang. L'amputation était parfois le seul traitement pour les membres écrasés, réalisé sans anesthésie et en utilisant la même forge pour chauffer la lame pour cautériser. De nombreux forgerons développaient leurs propres remèdes populaires. Les onguents spéciaux pour les brûlures étaient des secrets de famille jalousement gardés, transmis de génération en génération avec les techniques de forge. Et comme si les dangers physiques ne suffisaient pas, les forgerons faisaient face à une autre amère réalité dans leur profession.
Les armures étincelantes que portaient les chevaliers médiévaux représentaient d'innombrables heures de la vie d'un forgeron. Créer un équipement de protection pour les autres tout en restant soi-même vulnérable était l'une des ironies les plus cruelles. Les chevaliers se pavanaient, chargés de trésors de métal, tandis que les forgerons semblaient avoir été traînés à reculons dans une cheminée. La fabrication d'une seule armure de plaque pouvait prendre de 3 à 6 mois de travail quotidien. Chaque pièce devait être façonnée, ajustée et articulée avec précision. Dans le temps qu'il fallait pour fabriquer une armure, un forgeron aurait pu forger suffisamment d'outils agricoles pour nourrir un village. Mais les chevaliers devaient avoir l'air brillant dans les tournois. Un plastron typique nécessitait des dizaines de cycles de chauffage où le forgeron manipulait un métal lourd assez chaud pour brûler la chair instantanément. À l'âge de la retraite, le bras dominant du forgeron pouvait être considéré comme sa propre arme. Les chevaliers s'attendaient à ce que leur armure soit parfaitement ajustée. Si elle était trop lâche, elle ne protégerait pas correctement. Trop serrée, et ils ne pouvaient pas bouger au combat. Les chevaliers se plaignaient d'un écart d'un demi-pouce dans leur armure tout en se tenant en toute sécurité dans la forge, ignorant que le forgeron venait de se brûler la moitié d'un sourcil pour que le reste soit parfaitement ajusté. Une armure de plaque complète et personnalisée pouvait coûter autant qu'une petite ferme. Cela signifiait que l'armurier créait quelque chose qu'il ne pourrait jamais se permettre de posséder lui-même. Tandis que le chevalier partait au combat protégé de la tête aux pieds, le forgeron qui avait fabriqué cette protection ne portait rien de plus qu'un tablier de cuir, alors que des éclats de métal volaient autour de son atelier. Les techniques spécialisées nécessaires pour créer des armures étaient physiquement dévastatrices. Pour façonner les plastrons, il fallait marteler le métal sur un pieu spécialisé en suivant des motifs spécifiques des centaines de fois, souvent dans des positions inconfortables qui détruisaient les épaules et le dos avec le temps. Les exigences de temps d'un forgeron rendaient son travail encore plus difficile. Les forgerons médiévaux ne cessaient jamais de travailler. Le forgeron était en permanence de garde pour chaque porte cassée, roue de chariot brisée ou arme endommagée en ville. Leur version d'un week-end était de pouvoir dormir entre les urgences. Les urgences n'attendent pas des horaires convenables. Si un agriculteur cassait une charrue pendant la saison des semailles, le forgeron la réparait immédiatement, même pendant la nuit. L'approvisionnement alimentaire de tout le village pouvait en dépendre. « Désolé, j'ai manqué ton mariage. La fille du meunier s'est cassé un ongle. Et puis, le clou que j'utilisais pour réparer le moulin. » Les demandes militaires étaient encore plus urgentes. Les archives historiques décrivent des forgerons contraints de voyager avec les troupes pour effectuer des réparations sur le terrain lors de sièges actifs. Parler des risques sur le lieu de travail. La plupart des descriptions de postes n'incluent pas la possibilité de se faire tirer dessus par des flèches. Même des événements routiniers, comme les blessures de chevaux, nécessitaient une attention immédiate. Un cheval avec un fer à cheval cassé ne pouvait pas travailler. Et dans une société agricole, cela signifiait des pertes financières. Les forgerons étaient essentiellement la version médiévale de l'assistance routière, sauf qu'au lieu de vous aider à changer un pneu, ils devaient créer le pneu à partir de zéro, pendant que le cheval leur lançait des regards noirs. Les fêtes religieuses n'offraient pas de véritable répit. Bien que la plupart des métiers respectaient les jours fériés comme des moments de repos, les forgerons étaient souvent exemptés, car leur travail était considéré comme essentiel. Les registres ecclésiastiques montrent des dispenses spéciales accordées aux forgerons pour travailler les jours fériés en cas de besoin urgent. L'ironie d'être toujours de garde était que, malgré leur rôle essentiel,
les forgerons recevaient rarement une reconnaissance proportionnelle à leur sacrifice. Au lieu de cela, ils faisaient souvent face à des conséquences pour des circonstances qui étaient hors de leur contrôle. S'il y avait eu des tribunaux médiévaux, le forgeron aurait été le défendeur par défaut. Lorsque les armes se cassaient ou que les outils tombaient en panne, les forgerons prenaient le blâme, peu importe la mauvaise utilisation qui en était faite. Malgré cette injustice, ils continuaient à marteler, formant l'épine dorsale de la société. Ce n'était pas le fermier qui avait mal utilisé l'outil, mais le forgeron qui l'avait prétendument rendu trop faible. La charge de la preuve reposait toujours sur le forgeron. Sans normes modernes de contrôle de qualité ni garanties écrites, les différends se résumaient à des questions de réputation et de statut social. Lorsque la roue du chariot d'un riche marchand se cassait parce qu'il l'avait surchargée, qui le magistrat de la ville croirait-il, le marchand prospère ou le forgeron couvert de suie? Oui, je suis sûr que la roue de votre chariot s'est spontanément désintégrée sous le poids parfaitement raisonnable de 20 personnes et de tous leurs biens. Un détail fascinant provient des archives judiciaires de médiéval. On exigeait parfois des forgerons qu'ils jurent sur des reliques sacrées qu'ils n'avaient pas délibérément saboté leur travail. L'existence même de telles exigences montre à quelle vitesse on leur jetait la faute lorsque les produits échouaient. Les enfants ajoutaient une autre couche de complexité. Lorsqu'un enfant était blessé par un outil ou un objet en métal, les parents blâmaient immédiatement son fabricant plutôt que de considérer des questions de surveillance. Les registres de plusieurs villes médiévales montrent que les forgerons étaient tenus responsables des blessures causées par des objets qu'ils avaient fabriqués, même des années après la vente. Les dommages climatiques créaient une autre situation sans issue. Les portes en métal rouillaient sous la pluie. Les outils agricoles se corrodaient dans le sol humide et les armures exposées aux éléments se détérioraient. Sans revêtement protecteur moderne, un certain niveau de rouille était inévitable. Pourtant, les clients s'attendaient à ce que leurs produits en métal restent impeccables indéfiniment. Le plus frustrant était peut-être que les forgerons avertissaient souvent les clients sur l'entretien et l'utilisation appropriée, pour être ensuite ignorés. Un forgeron pouvait explicitement dire à un fermier de ne pas utiliser une lame de taille délicate pour couper du bois de chauffage, puis être blâmé lorsque la lame se cassait inévitablement à cause d'une telle mauvaise utilisation. Même sur leur lit de mort, certains forgerons médiévaux ne pouvaient échapper au blâme. Les registres des guildes mentionnent des forgerons qui, dans leur confession finale, se sentaient obligés de demander pardon pour les outils qui s'étaient cassés et avaient potentiellement causé des blessures, assumant la responsabilité même lorsque les défaillances n'étaient pas de leur faute. Malgré toutes ces difficultés, les forgerons médiévaux ont persévéré, créant l'épine dorsale métallique de la société. Leur héritage perdure dans les portes des châteaux qui tiennent encore debout, dans les pièces de musées qui ont survécu des siècles, et dans le métier lui-même qui a évolué mais n'a jamais disparu. À travers le feu, les blessures, le blâme et l'épuisement, ils ont forgé la civilisation pièce par pièce, laissant derrière eux une histoire aussi solide que le métal qu'ils ont travaillé.